How the fat fuck ever fit out his front door? Transfer some dummies. So he did die by eating. Walks from the front side, flush with the muzzle. Victim's throat was swollen, probably from the effort. Problem with a fat boy decided to torture him. Simple as that. This is the beginning. We've got. Can't be my last duty. He's just gonna go home and speak freely. We're all friends here. SWAT. Give it to me. Attorney Mark Talbot is taking questions from reporters. Press that. I've just come from a meeting of law enforcement officials.
Il pleut comme si la ville refusait d'être lavée. Dans C7N, la première sensation ne vient pas d'un meurtre, ni même d'un visage. Elle vient d'un monde. Des murs humides. Des sirènes qui traversent la nuit. Des appartements étouffants. Des rues où personne ne semble vraiment surpris quand quelque chose d'horrible arrive. Avant même de comprendre l'enquête, on comprend une chose plus profonde. Ici, le mal n'a pas besoin de se cacher très loin. Il a déjà trouvé sa place dans le décor. Le film de David Fincher, sorti en 1995, suit deux inspecteurs que tout oppose. William Somerset, interprété par Morgan Freeman, est un homme usé par les crimes qu'il a vus, mais pas encore insensible. Il observe le monde avec une fatigue presque calme, comme quelqu'un qui sait que chaque détail peut contenir une blessure. En face de lui arrive David Mills, joué par Brad Pitt, plus jeune, plus nerveux, plus direct. Mills veut agir, Somerset veut comprendre. Et entre ces deux manières de regarder l'horreur, le film ouvre une enquête qui va peu à peu dépasser la police, la logique et même la simple idée de justice. Ce qui rend l'ouverture si inquiétante, c'est qu'elle ne cherche pas à nous impressionner tout de suite. Somerset est chez lui. Il met de l'ordre dans ses affaires. Il prépare sa chemise. Il ramasse un petit objet, il vérifie son manteau, il garde une maîtrise presque rituelle sur son quotidien. Puis il arrive sur une scène de crime domestique, froide, banale, sinistre. Un homme a été tué, une femme est là, un enfant aussi, peut-être témoin, peut-être déjà marqué pour toujours. Et Somerset pose une question que les autres policiers ne veulent pas vraiment entendre. Est-ce que l'enfant a vu ? Cette question dit déjà tout sur lui. Il ne regarde pas seulement le cadavre, il regarde ce que le crime va laisser derrière lui. Il pense à la trace invisible, aux dégâts qui ne seront jamais écrits dans un rapport. Autour de lui, les autres veulent avancer, classer, conclure. Somerset, lui, sent que chaque violence déborde de son cadre. Elle atteint ceux qui restent. Elle contamine la pièce, la famille, la mémoire. C'est là que ce C7N commence à se déplier. Pas comme une enquête classique où il suffit de trouver un coupable, mais comme une descente dans une ville malade, avec un homme qui sait déjà que le mal humain ne se résout pas toujours avec une arrestation. Somerset est à quelques jours de la retraite. Ce détail pourrait sembler pratique, presque banal dans un thriller policier. Mais ici, il devient essentiel. Il ne part pas parce qu'il a fini sa mission avec satisfaction. Il part parce qu'il ne croit plus pouvoir sauver quoi que ce soit. Il a vu trop de crimes, trop de négligence, trop d'indifférence. La ville lui a appris une vérité très dure. Parfois, ce ne sont pas seulement les meurtriers qui détruisent le monde, ce sont aussi les témoins qui détournent les yeux. Chez lui, la nuit, Somerset utilise un métronome pour dormir. Le petit battement régulier remplit le silence, comme s'il essayait d'imposer un ordre minuscule à un monde qui n'en a plus. C'est un détail simple, mais il reste en tête. Car plus le film avance, plus on sent que Somerset ne cherche pas le calme par confort. Il cherche un rythme qui l'empêche d'entendre la ville. Dehors, les cris, les moteurs, les disputes, la pluie. Dedans, un battement contrôlé. Une tentative fragile de survivre à ce qu'il sait. Puis Mills entre dans l'histoire avec une énergie complètement différente. Il vient d'être transféré. Il veut cette ville, ce poste, cette difficulté. Il parle vite, il défend sa place, il veut prouver qu'il n'est pas là par hasard. Là où Somerset semble déjà avoir vu la fin du monde, Mills veut encore y entrer en courant, persuadé qu'il peut faire quelque chose. Leur première dynamique est tendue, presque irritante. Somerset ne le rejette pas par mépris, mais parce qu'il reconnaît en lui une forme de naïveté dangereuse. Mills, lui, ressent chez Somerset une distance qu'il prend pour de l'arrogance ou de la lâcheté. L'un pense que l'expérience consiste à ralentir pour ne pas se tromper. L'autre pense que ralentir revient déjà à abandonner. Et au milieu de cette opposition, le film place sa vraie menace. Le premier grand crime de l'enquête est découvert dans un appartement sombre, oppressant, presque irrespirable. Un homme obèse est retrouvé mort, attaché à sa table, forcé à manger jusqu'à ce que son corps cède. Le mot qui accompagne la scène est simple, terrible, gourmandise. Ce moment pourrait être filmé comme un choc gratuit.
Fincher choisit autre chose. Il montre assez pour que l'on comprenne l'horreur, mais il laisse surtout l'atmosphère travailler. La pièce semble avoir enfermé la victime pendant longtemps. L'air paraît lourd. Les policiers eux-mêmes ont du mal à tenir. On ne regarde pas seulement un meurtre, on regarde une mise en scène. Quelqu'un a pris le temps de transformer un corps en message, et c'est cette idée qui rend l'affaire différente. Un meurtre ordinaire, aussi violent soit-il, peut encore avoir un mobile reconnaissable. L'argent, la jalousie, la vengeance, la panique. Ici, le tueur ne cherche pas seulement à tuer. Il veut signifier. Il veut que la police lise son acte. Il veut que la ville regarde une punition, même si personne n'a demandé de leçon. Dès ce premier crime, l'enquête quitte le territoire du simple homicide. Elle entre dans l'esprit d'un homme qui se prend pour un juge. Somerset le sent avant les autres. Il ne se précipite pas vers une conclusion facile. Il observe les détails, les traces, la difficulté physique de ce qui a été fait. Il comprend que le meurtrier a passé du temps avec sa victime. Beaucoup de temps. Ce n'est pas une explosion de violence. C'est une volonté méthodique, patiente, presque cérémonielle. Et cette patience annonce quelque chose de pire. Si le crime est organisé autour d'un péché, alors il n'est probablement que le premier d'une série. Mills veut la faire. Il veut être au centre. Mais Somerset, lui, préférerait presque ne pas la voir. Pas parce qu'il a peur de travailler, mais parce qu'il reconnaît le type de cauchemar qui commence. Il demande à ne pas être chargé de l'enquête. Ce choix, au début, peut sembler étrange. Un inspecteur expérimenté, presque retraité, face à une affaire majeure, devrait vouloir résoudre son dernier dossier. Mais Somerset ne pense pas en termes de prestige. Il pense en termes de coût. Il sait que certaines enquêtes vous prennent plus que votre temps. Elles vous avalent. Le lendemain, un second crime confirme ses craintes. Cette fois, la victime est un avocat. Un homme important, riche, installé dans un monde où la réussite sociale protège souvent de la peur ordinaire. Mais le tueur est entré dans cet espace comme dans une salle d'audience privée. Il a forcé cet homme à retirer une livre de sa propre chair. Sur le sol, un autre mot apparaît, avarice. La structure se précise, gourmandise, avarice, deux péchés, deux punitions. Deux corps transformés en avertissement. À partir de là, le film change de vitesse. La police ne poursuit plus seulement un criminel, elle poursuit une logique. Et cette logique est terrifiante parce qu'elle donne l'impression que le tueur a déjà écrit la suite. Les inspecteurs ne découvrent pas un plan en train de se construire. Ils tombent sur les pages déjà préparées d'un livre dont ils ne connaissent pas encore la fin. Somerset, malgré sa volonté de partir, ne peut pas rester à distance. Ce détail est essentiel. Il dit qu'il veut quitter la ville, qu'il ne croit plus au combat, qu'il a déjà donné assez. Pourtant, dès qu'il comprend la nature du dossier, son intelligence se réveille. Il va à la bibliothèque. Il cherche dans les textes. Il relie les meurtres aux 7 péchés capitaux, à la littérature, à une tradition morale ancienne que le tueur détourne pour fabriquer son propre tribunal. La scène de la bibliothèque révèle l'une des grandes forces du film. Somerset ne cherche pas seulement des empreintes, il cherche une pensée. Il comprend qu'un homme capable de tuer ainsi ne sort pas seulement d'un accès de folie. Il a construit un système. Il a lu, choisi, préparé, organisé. Alors pour le trouver, il faut entrer dans son langage. Non pas pour l'admirer, mais pour anticiper sa prochaine phrase. Pendant ce temps, Mills reste plus instinctif. Il veut des noms, des preuves rapides, des portes à enfoncer. Il représente une énergie policière plus classique, avancer, interroger, frapper au bon endroit. Mais face à John Doe, même si son nom n'est pas encore vraiment au centre, cette énergie risque de se retourner contre lui. Le tueur ne veut pas seulement éviter la police. Il veut être compris au moment exact où cela l'arrange. Il a besoin d'un public. Et Mills, avec sa colère visible, pourrait devenir plus qu'un poursuivant. Il pourrait devenir une pièce du dispositif. Le film installe aussi la vie privée de Mills, et c'est là que Tracy apparaît. Interprétée par Gwyneth Paltrow, elle n'est pas introduite comme une simple épouse décorative. Elle apporte une respiration fragile dans un monde étouffant. Avec elle, l'appartement de Mills
devient un endroit où l'on essaie encore de rire, de manger, de parler normalement, malgré les trains qui secouent les murs et la ville qui semble toujours trop proche. Tracy regarde cette ville avec un malaise que Mills ne veut pas entièrement entendre. Lui voit son transfert comme une chance, une étape, un défi. Elle ressent l'isolement, la grisaille, le danger sourd. Elle n'a pas choisi cette vie avec la même certitude que lui. Et ce décalage intime, le film le pose très tôt, presque doucement, sans annoncer à quel point il deviendra important. Quand Somerset est invité à dîner chez Mills et Tracy, la scène pourrait être légère. Elle l'est par moments, mais jamais complètement. Les vibrations de l'appartement, les maladresses entre les deux hommes, la gêne de Somerset devant cette jeunesse, encore pleine d'espoir, tout crée une tension discrète. Somerset observe le couple comme quelqu'un qui voit une lampe allumée dans une maison menacée par l'orage. Il n'en vit pas seulement leur intimité. Il semble déjà inquiet pour elle. Ce qui frappe, dans cette première partie de ce septaine, c'est la manière dont le film refuse de séparer l'enquête du climat moral. La ville n'a pas de nom, et ce choix est très fort. Elle pourrait être n'importe quelle métropole, n'importe quel endroit où les gens s'entassent, se croisent, s'ignorent, souffrent derrière des murs trop fins. Le tueur utilise les péchés comme une architecture, mais le film ne dit jamais que le monde autour de lui est innocent. Au contraire, chaque rue, chaque immeuble, chaque bruit semble préparer son discours. Cela ne rend pas John Doe juste. Cela rend son piège plus dangereux. Car un tueur qui invente une logique absurde peut être rejeté facilement. Mais un tueur qui prend appui sur des failles réelles de la société devient plus troublant. Il observe la gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie, la colère. Il transforme des mots religieux et moraux en actes physiques. Il force les policiers à regarder le monde comme lui le regarde. Sale, coupable, puni d'avance. Somerset comprend le danger de cette vision. Mills, lui, comprend surtout qu'il faut l'arrêter. Et le film a besoin des deux. Sans Mills, l'enquête manquerait d'urgence. Sans Somerset, elle manquerait de profondeur. Mais ensemble, ils ne forment pas encore une équipe solide. Ils se frottent, se testent, se contredisent. L'un porte la fatigue du passé, l'autre l'impatience de l'avenir. Entre eux, le tueur avance. Puis vient l'affaire du troisième péché. La police découvre un homme attaché à un lit depuis un temps inimaginable. Son corps a survécu, mais sa vie, elle, semble avoir été méthodiquement détruite. Le mot associé est paresse. Là encore, le tueur ne s'est pas contenté de frapper. Il a préparé une durée. Il a fait de la lenteur une arme. Cette scène marque un tournant parce qu'elle montre jusqu'où son projet peut aller. La mort n'est même plus toujours immédiate. La punition peut devenir une attente, une dégradation prolongée, un enfer organisé dans le silence d'une chambre. Pour les policiers, c'est une découverte brutale. Pour le spectateur, c'est une question qui s'ouvre. Si John Doe a été capable de préparer cette victime aussi longtemps, depuis combien de temps regarde-t-il la ville ? Depuis combien de temps choisit-il ses cibles ? Et surtout, combien d'étapes sont déjà impossibles à empêcher ? À ce moment du récit, ce septaine n'est plus seulement un thriller sur deux détectives après un tueur. C'est une mécanique de retard. Somerset et Mills arrivent toujours après. Après le repas forcé. Après la mutilation. Après l'immobilité imposée. Ils lisent des traces laissées par quelqu'un qui a déjà quitté la pièce. Leur travail consiste à comprendre un message, mais chaque compréhension arrive avec un cadavre de retard. Et c'est précisément ce retard qui donne au film son angoisse particulière. Dans beaucoup d'enquêtes, chaque indice rapproche les héros d'une victoire. Ici, chaque indice ressemble aussi à une défaite. Comprendre le péché, c'est comprendre qu'un autre existe. Trouver le motif, c'est mesurer l'ampleur du plan. Plus Somerset et Mills deviennent intelligents face au tueur, plus ils découvrent qu'il les attend quelque part devant eux. Le film nous enferme alors dans une question simple, mais terrible. Peut-on arrêter un homme qui a déjà transformé son arrestation possible en partie de son œuvre ? À ce stade, personne ne connaît encore toute la réponse. Mais la ville, elle, continue de pleuvoir. Mills continue de pousser. Somerset continue de douter. Et John Doe, invisible,
donne l'impression d'avoir déjà placé les prochaines pièces sur l'échiquier. Mais 16-7N ne laisse jamais cette sensation devenir abstraite. Le film ne se contente pas de dire qu'un tueur contrôle l'histoire. Il le prouve par la manière dont chaque découverte donne l'impression d'avoir été prévue. Après les premières scènes de crime, Somerset et Mills ne cherchent plus seulement un homme. Ils cherchent une méthode. Ils commencent à comprendre que John Doe construit ses meurtres comme une œuvre fermée, presque comme un sermon monstrueux. Chaque victime devient une phrase, chaque pièce devient une page, chaque indice semble avoir été placé pour être trouvé au bon moment. Et pourtant, l'enquête avance. Elle avance grâce aux livres, aux lectures, aux obsessions intellectuelles que Somerset a identifiées. Ce n'est pas un hasard si l'une des scènes les plus importantes du film passe par une bibliothèque et par des références anciennes. Les 7 péchés capitaux ne sont pas une invention du tueur. Ce sont des catégories morales connues, chargées d'histoire, de religion, de jugement. John Doe ne crée pas ces mots. Il les vole, il les déforme, il les pousse dans la chair des autres. Cette différence est importante, parce qu'elle montre son orgueil avant même que le film ne nomme ce péché. Il ne se voit pas comme un simple assassin. Il se voit comme quelqu'un qui révèle ce que les autres refusent de regarder. À ses yeux, la ville est déjà condamnée, et lui ne fait que rendre la condamnation visible. Somerset, lui, refuse de tomber dans cette fascination. Il comprend la culture du tueur, mais il ne confond jamais intelligence et vérité. C'est l'un des pièges du film. Plus John Doe semble méthodique, plus il devient tentant de croire que son discours possède une profondeur. Mais Somerset sait que la méthode peut servir la folie, que la patience peut servir la cruauté, et qu'un homme peut citer des livres sans jamais comprendre la valeur d'une vie humaine. Mills, pendant ce temps, supporte de moins en moins l'idée d'être toujours en retard. Chaque scène le provoque. Chaque cadavre lui dit « Tu n'étais pas là, tu n'as rien empêché, tu arrives après moi ». Et cette provocation travaille sa colère. Il veut rattraper le tueur, le forcer à sortir de l'ombre, lui enlever cette supériorité silencieuse. Le problème, c'est que John Doe semble compter sur cette réaction. Quand l'enquête mène les policiers vers son appartement, le film change brutalement de respiration. Jusqu'ici, le tueur était une présence invisible. Il existait dans les traces, les corps, les messages. Soudain, il devient presque accessible. Une adresse, une porte, un couloir, des policiers prêts à entrer. L'idée d'une capture possible apparaît, et avec elle une forme d'espoir. Mais dans C7N, l'espoir est souvent un piège posé juste avant la chute. L'appartement de John Doe est un autre monde à l'intérieur de la ville. Pas un refuge ordinaire, pas simplement le logement d'un criminel en fuite. C'est un espace mental. Des carnets remplis, des photographies, des objets, des signes d'une obsession longue, disciplinée, enfermée sur elle-même. On comprend que cet homme ne vit pas vraiment. Il collecte, surveille, écrit, prépare. Sa vie entière semble avoir été réduite à une mission. La découverte des carnets est l'un des détails les plus glaçants du film, parce qu'elle donne une échelle à son obsession. Ce ne sont pas quelques notes rapides écrites dans la panique. Ce sont des milliers de pages, des pensées accumulées, des observations, des jugements, une haine patiente qui s'est donné la forme d'un journal. John Doe n'a pas seulement commis des crimes. Il s'est fabriqué un univers où ces crimes devenaient nécessaires. Et puis, il apparaît. La rencontre n'a rien d'une grande révélation théâtrale, avec un discours immédiatement célèbre. Elle surgit dans le mouvement, dans la panique, dans le bruit. John Doe revient, il comprend que la police est là, et l'espace se transforme en piège. Mills se lance à sa poursuite. Les couloirs, les escaliers, la pluie, les rues, tout devient une course brutale où son impulsivité prend le dessus. Cette poursuite est capitale, parce qu'elle montre Mills exactement comme John Doe a besoin de le voir. Courageux, rapide, mais dominé par l'émotion. Il avance trop vite, il s'isole, il tombe, il devient vulnérable. Et quand John Doe a enfin Mills à sa merci, il fait un choix étrange. Il ne le tue pas, il le garde. Ce geste pèse lourd sur tout le reste du film. À première vue, on peut penser que John Doe épargne Mills par hasard, par manque de temps,
ou parce que la situation devient trop risquée. Mais plus l'histoire se déplie, plus cette scène prend un autre sens. Si Doe voulait seulement fuir, il pouvait disparaître. S'il voulait seulement tuer un policier, il avait l'occasion. En laissant Mills vivant, il ne renonce pas à la violence. Il la reporte. Il protège une pièce dont il aura besoin plus tard. Mills ne peut pas encore le savoir. Il ressent surtout l'humiliation, la rage, le choc d'avoir été si près et de n'avoir rien pu faire. Mais le spectateur, lui, commence à sentir que le tueur a peut-être une longueur d'avance même dans les moments qui semblent lui échapper. C'est cette idée qui rend ce Seten si cruel. Le hasard y ressemble souvent à une stratégie. Dans l'appartement, les photographies révèlent aussi que John Doe a suivi les inspecteurs. Il était là, près d'eux, appareil à la main, caché dans la foule. Il n'est pas seulement l'homme que la police poursuit. Il est aussi celui qui les regarde poursuivre. Cette inversion est profondément inquiétante. Elle transforme les détectives en sujets d'observation. Il croyait approcher son intimité, mais il avait déjà pénétré la leur. À partir de ce moment, Mills et Somerset ne sont plus seulement chargés d'une enquête. Ils sont entrés dans le champ personnel du tueur. Leur présence n'est plus extérieure au plan. Elle en fait partie. Et pendant que cette menace se resserre, Tracy revient au centre du film d'une manière beaucoup plus silencieuse. Elle appelle Somerset, pas Mills. Somerset. Ce choix dit beaucoup. Elle sent chez lui une capacité d'écoute que son mari, dans son agitation, ne peut pas toujours offrir. Elle ne cherche pas un policier. Elle cherche un adulte qui connaît la ville, qui connaît le poids des décisions, qui peut entendre une peur sans la transformer tout de suite en problème à résoudre. Leur rencontre dans le restaurant est l'une des scènes les plus humaines du film. Tracy avoue qu'elle est enceinte. Elle ne l'a pas dit à Mills. Elle ne sait pas si elle veut garder l'enfant. Elle est isolée, déplacée, effrayée par cette ville qu'elle n'aime pas et par une vie qu'elle n'a pas vraiment choisie. La caméra ne la transforme pas en symbole. Elle reste une personne concrète, avec une décision intime au milieu d'un monde brutal. Somerset lui répond avec une franchise douloureuse. Il raconte qu'autrefois, il a connu une femme enceinte et qu'il l'a poussée à ne pas avoir l'enfant parce qu'il ne voulait pas faire venir une vie dans un monde qu'il jugeait trop mauvais. Il ne présente pas cela comme une sagesse triomphante. On sent plutôt le regret, ou au moins la cicatrice. Puis il dit à Tracy que si elle décide de garder l'enfant, elle doit le gâter, l'aimer, le protéger de tout son cœur. Mais si elle ne le garde pas, elle ne doit jamais en parler à Mills. Cette scène est souvent moins commentée que les crimes, pourtant elle porte l'un des nœuds émotionnels de ce Seten. Somerset voit dans Tracy une innocence possible, ou plus précisément une possibilité de douceur. Elle représente ce que la ville menace sans bruit. Et sa grossesse ajoute une question terrible au film. Peut-on encore faire naître quelque chose de pur dans un monde qui semble déjà pourri ? Mills ignore cette conversation. Il ignore aussi que sa vie privée est devenue fragile à un niveau qu'il ne mesure pas. Il continue d'avancer dans l'enquête avec la même tension. Pour lui, le combat reste dirigé vers l'extérieur. Trouver Doe, l'arrêter, le faire payer. Mais le film prépare déjà une attaque plus intime. John Doe ne va pas seulement frapper des victimes anonymes. Il va trouver la faille exacte entre l'amour de Mills, sa colère et son besoin de justice immédiate. Avant d'arriver à ce point, deux autres péchés apparaissent. Le péché de luxure est l'un des moments les plus difficiles du film. Et Fincher le traite avec une noirceur froide plutôt qu'avec une insistance voyeuriste. La victime est une travailleuse du sexe, et l'homme forcé de participer au crime est lui-même détruit psychologiquement par ce qu'on lui a imposé. Ce qui compte ici, ce n'est pas seulement l'horreur physique, mais la manière dont John Doe utilise la honte, la peur et le traumatisme comme instruments. Il ne tue pas seulement des corps, il force aussi des survivants à porter l'insupportable. Le témoin, en état de choc, tente d'expliquer ce qu'il a vécu. Sa parole est cassée, presque impossible. Cette scène donne au crime une dimension supplémentaire. John Doe ne laisse pas derrière lui uniquement des morts, il laisse des vivants ruinés. Là encore, Somerset et Mills arrivent après la catastrophe. Ils recueillent les fragments, les cris,
les objets, mais ils ne peuvent pas annuler ce qui s'est passé. Puis vient l'orgueil. Une femme, mannequin ou modèle de beauté, est retrouvée morte après avoir été mutilée. John Doe lui a laissé un choix d'une cruauté absolue. Vivre défiguré ou mourir. Elle choisit la mort. Le péché n'est donc pas seulement représenté par son apparence, mais par la valeur que le monde, et peut-être elle-même, a attachée à cette apparence. John Doe fabrique un piège moral ignoble. Il punit une personne pour une faille qu'il a lui-même enfermée dans une situation impossible. Cette nuance est essentielle. Le film ne demande pas au spectateur d'accepter le jugement de Doe. Il nous force plutôt à regarder comment son jugement fonctionne. Il observe une faiblesse humaine, réelle ou supposée, puis il construit une scène où cette faiblesse devient fatale. Il ne révèle pas le péché. Il l'exploite. Et pendant que les crimes s'accumulent, le compte se rapproche de 7. Gourmandise, avarice, paresse, luxure, orgueil. Il reste 2 mots. 2 espaces vides. 2 promesses. Le film atteint alors un point de tension très particulier. On pourrait croire que John Doe est acculé. Son appartement est découvert. Ses carnets sont saisis. Son visage est connu. La police a enfin une matière concrète. Mais l'effet inverse se produit. Plus les inspecteurs trouvent de choses, plus ils sentent que quelque chose manque. Comme si l'essentiel n'était pas dans l'appartement, ni dans les carnets, ni même dans les 5 crimes déjà commis. Somerset devient de plus en plus inquiet parce qu'il comprend que John Doe ne se comportera pas comme un tueur ordinaire pris de panique. Il ne cherche pas seulement à éviter la prison. Il veut une conclusion. Il veut que son œuvre ait une forme complète. Un homme qui pense ainsi peut faire quelque chose d'irrationnel pour la police, mais parfaitement logique pour lui. Mills, lui, reste accroché à la possibilité de reprendre le contrôle. Il veut une erreur de Doe. Il veut une piste. Il veut le moment où l'homme cessera d'être une ombre pour devenir un suspect menotté. Et c'est exactement ce que John Doe va lui donner. Pas comme une défaite, comme une invitation. Quand John Doe entre dans le commissariat, couvert de sang, les mains levées, en répétant qu'il veut se rendre, le film renverse toute son énergie. Le prédateur invisible apparaît en pleine lumière. Il n'est pas traîné par la police. Il vient de lui-même. Il se place au centre du cadre comme quelqu'un qui sait que l'histoire n'est pas terminée. Cette arrivée est l'un des grands coups de force de Seusseten. Dans un autre film, l'arrestation du tueur pourrait être le début de la résolution. Ici, elle augmente la peur. Parce que si John Doe se rend maintenant, alors ce geste fait partie du plan. Et si ce geste fait partie du plan, cela signifie que la police n'a pas encore gagné. Elle vient seulement d'entrer dans la dernière étape. Somerset le comprend presque immédiatement. Mills veut le voir comme un criminel capturé. Somerset le regarde comme une bombe dont le mécanisme continue de tourner. Doe propose alors quelque chose d'impossible à ignorer. Il conduira les inspecteurs vers les 2 dernières victimes, mais à ses conditions. Il veut Mills. Il veut Somerset. Il veut sortir de la ville avec eux. Il veut terminer ce qu'il a commencé devant le public exact qu'il a choisi. Et à ce moment, la question qui travaillait le film depuis le début revient, plus nette que jamais. Les inspecteurs poursuivaient-ils John Doe, ou John Doe les conduisait-il depuis le premier crime vers l'endroit où il voulait les voir arriver? À partir de l'arrestation de John Doe, Seusseten entre dans une zone encore plus inconfortable parce que le film retire au spectateur une certitude très importante. On croyait que l'objectif était de capturer le tueur. Maintenant qu'il est là, menotté, vivant, presque calme, on comprend que la capture n'était peut-être pas la fin du danger. Elle était peut-être une étape prévue depuis le début. John Doe n'apparaît pas comme un homme paniqué. Il ne tremble pas. Il ne supplie pas. Il ne cherche pas à négocier une fuite. Son visage, son crâne rasé, sa voix posée, son absence presque froide d'émotions visibles donnent une impression terrible. Cet homme a déjà accepté la suite. Il ne vient pas sauver sa vie. Il vient achever son récit. C'est là que Kevin Spacey, dans le rôle, donne au personnage une présence très particulière. John Doe ne ressemble pas à un monstre spectaculaire. Il ressemble à quelqu'un qui a effacé tout ce qui pouvait le rendre lisible. Il parle avec une douceur sèche, presque administrative,
comme si ces crimes étaient des conclusions rationnelles. Cette normalité contrôlée est plus inquiétante qu'une rage ouverte. Un homme furieux peut exploser, commettre une erreur, se dévoiler. John Doe, lui, semble avoir remplacé la passion par la conviction. Mais cette conviction n'est pas une force morale, c'est une prison mentale. Quand il accepte de parler, il ne donne pas vraiment d'explication humaine. Il parle de la société, de la décadence, de l'indifférence, de ces gens que personne ne remarque ou que tout le monde tolère. Il veut croire qu'il a forcé le monde à regarder. Pour lui, ces crimes sont des exemples, des actes si énormes, si choquants, qu'ils deviendront impossibles à ignorer. C'est l'une des idées les plus dérangeantes du film. John Doe sait que l'horreur attire l'attention. Il sait que la ville détourne les yeux devant la misère ordinaire, mais qu'elle regardera un spectacle extrême. Il utilise donc le choc comme une forme de publicité morale. Il commet l'impardonnable, puis il se persuade que l'ampleur de son geste lui donne une signification. Somerset comprend ce mécanisme avec une lucidité douloureuse. Il voit bien que Doe veut être reconnu, étudié, cité, inscrit dans une mémoire collective. Le tueur dit mépriser le monde, mais il a besoin que ce monde le regarde. Il prétend condamner la vanité humaine, mais il organise sa propre grandeur. Il prétend punir le péché, mais toute sa mise en scène respire un orgueil colossal. Mills, lui, ne peut pas supporter cette voix. Chaque mot de Doe lui donne envie de le frapper. Et cette réaction est profondément compréhensible. Face à un homme qui a torturé, manipulé, détruit, comment rester calme quand il parle comme s'il enseignait une vérité supérieure? La colère de Mills est humaine. Elle vient de son dégoût, de son sens de la justice, de son incapacité à accepter qu'un criminel transforme des victimes en arguments. Mais le piège est justement là. John Doe ne cherche pas seulement à être écouté. Il cherche à provoquer une réponse précise. Avec Somerset, il trouve un adversaire intellectuel, prudent, difficile à déplacer. Avec Mills, il trouve une matière inflammable. Et tout ce que le film a montré depuis le début, l'impatience de Mills, sa fierté, son amour pour Tracy, son besoin de vaincre le mal directement, devient soudain une préparation silencieuse à la dernière scène. Avant cette sortie hors de la ville, les autorités hésitent. Faut-il accepter les conditions de Doe? Faut-il croire qu'il conduira vraiment aux 2 derniers corps? Faut-il risquer de lui donner le contrôle d'une situation déjà trop étrange? Le problème, c'est que Doe a construit une offre presque impossible à refuser. S'il dit la vérité, refuser signifie abandonner des victimes introuvables. S'il ment, le mensonge peut encore révéler quelque chose. Dans les 2 cas, il force la police à entrer dans son scénario. Somerset et Mills partent donc avec lui. La voiture devient alors une salle d'interrogatoire mouvante, mais aussi une chambre de pression. Le paysage change. La ville oppressante laisse place à une route plus ouverte, plus sèche, presque vide. Après toute cette pluie, toute cette obscurité, cette sortie vers la lumière devrait soulager. Elle produit l'effet inverse. Le vide autour d'eux donne l'impression que le film retire les protections habituelles. Plus de foule, plus d'immeubles, plus de bruit urbain pour absorber l'horreur. Il ne reste que 3 hommes, une voiture, une route et une conclusion qui approche. Dans l'habitacle, John Doe parle. Mills réagit. Somerset écoute. La tension ne vient pas d'une menace physique immédiate, mais de la parole. Doe explique sa vision avec un calme qui rend Mills de plus en plus nerveux. Il parle des victimes comme de symboles, jamais comme de personnes. Il insiste sur l'idée que les gens verront, qu'ils comprendront, que son œuvre laissera une marque. Mills le défie. Il l'insulte. Il essaye de le réduire à ce qu'il est. Un meurtrier, un malade, un homme ridicule derrière son grand discours. Et parfois, on veut que Mills ait raison de cette manière simple. On veut que Doe soit ramené au sol, privé de son mythe, écrasé par le mépris. Mais Seseten est cruel parce qu'il sait que ridiculiser un fanatique ne suffit pas toujours à annuler les dégâts qu'il a déjà préparés. Somerset, dans cette voiture, semble sentir quelque chose que Mills ne peut pas encore accepter. Il sait que Doe ne leur donne pas la faim par faiblesse. Il leur donne la faim parce qu'elle exige leur présence. La question devient donc,
quelle place exacte leur a-t-il réservée? Le film laisse ce malaise grandir sans se presser. Le trajet dure, les échanges s'enchaînent, et chaque phrase de Doe ressemble à une tentative de déplacer Mills d'1 centimètre supplémentaire vers la réaction attendue. Il ne crie pas. Il n'a pas besoin de crier. Il sait que Mills porte déjà la violence en lui, non pas une violence criminelle, mais une colère juste, brûlante, prête à défendre ce qu'il aime. Il suffit de la retourner. Pendant ce temps, l'absence de Tracy devient plus présente que sa présence. C'est une grande intelligence du scénario. Elle n'est pas dans la voiture, mais tout ce que le film a construit autour d'elle nous accompagne. Son dîner avec Somerset, sa solitude, sa grossesse secrète, son appartement fragile, l'amour maladroit mais réel entre elle et Mills. Le spectateur ne sait pas encore pourquoi ces éléments reviennent intérieurement, mais il sent que rien n'a été posé au hasard. La destination est un terrain isolé, sous une lumière dure, presque blanche. Rien à voir avec les scènes de crime précédentes. Pas de chambre, pas de murs couverts d'indices, pas de cadavres mis en scène dans un intérieur sombre. Ici, il y a de l'espace. Trop d'espace. Le film donne l'impression qu'il n'y a nulle part où se cacher, et pourtant la vérité reste encore invisible. Un véhicule de livraison approche. Ce détail paraît d'abord presque banal. Une camionnette, un livreur, un paquet. Dans un autre contexte, ce serait une interruption ordinaire. Ici, chaque geste devient suspect. Somerset va vers le livreur, examine la situation, comprend peu à peu que ce paquet n'est pas une erreur. Il est adressé à Mills. Il arrive au moment exact. Trop exact. La peur change de forme. Jusqu'ici, elle venait de ce que l'on avait vu. Maintenant, elle vient de ce que l'on ne veut pas voir. Somerset ouvre la boîte à distance de Mills. Le film ne montre pas explicitement son contenu, et ce choix est l'un des plus forts de toute l'œuvre. Il n'a pas besoin de le montrer. Le visage de Somerset suffit. Son corps se fige, son regard se casse, sa voix change. En un instant, l'homme qui a passé le film à contenir l'horreur comprend qu'il vient de voir quelque chose qui dépasse même ses anticipations. La boîte contient la tête de Tracy. Le film ne transforme pas cette révélation en image de choc. Il la transforme en onde de choc. Tout ce que nous savons de Tracy revient d'un coup. Sa douceur, son inquiétude, son secret, le dîner, l'appel à Somerset, la possibilité d'un enfant, et surtout, l'ignorance de Mills qui se tient encore à distance, sans comprendre que sa vie vient d'être détruite avant même qu'on lui dise. À ce moment, John Doe commence à révéler la dernière logique de son plan. Il explique qu'il a tenté de vivre la vie de Mills. Il est allé chez lui. Il a vu Tracy. Il a envié cette existence simple, cette épouse, cette possibilité d'amour, cette normalité qui lui était inaccessible. Le 6e péché est donc l'envie. Mais John Doe ne se contente pas d'avouer l'envie. Il en fait l'avant-dernier mécanisme. Il a tué Tracy parce qu'il enviait Mills. Et en le disant, il offre à Mills le dernier rôle, la colère. La construction devient alors effroyablement claire. John Doe a organisé sa propre mort comme la 7e punition. Il veut que Mills le tue. Il veut que Mills, l'inspecteur impulsif, le mari dévasté, devienne l'incarnation de la colère. Si Mills tire, Doe meurt, mais son œuvre se complète. Les 7 péchés sont accomplis. Le tueur gagne symboliquement parce qu'il aura forcé un homme de loi à devenir la dernière pièce de son tableau. C'est ici que ce Satan atteint son vrai point de rupture. Le suspense ne porte plus sur l'identité du meurtrier. Il ne porte même plus sur la survie d'une victime. Il porte sur une décision morale dans un état de douleur presque inimaginable. Mills doit choisir en quelques secondes ce que personne ne devrait avoir à choisir. Ne pas tirer et laisser vivant l'homme qui vient de détruire sa femme et son enfant à naître. Tirer et devenir exactement ce que John Doe a prévu. Somerset se bat avec les seuls moyens qui lui restent. Sa voix, sa présence, son expérience, sa compassion. Il répète à Mills de ne pas écouter Doe. Il lui dit que s'il tire, le tueur gagne. Cette phrase est vraie, mais elle est aussi presque impossible à recevoir. Car pour Mills, à cet instant, la logique symbolique ne pèse plus grand-chose face à la réalité intime. Le monde vient de se réduire à une perte.
Tracy n'est plus une idée dans un plan criminel. Elle est sa femme. Elle est la personne qui l'attendait chez eux. Elle est la vie qu'il croyait protégée. Et John Doe continue d'appuyer exactement où il faut. Il révèle la grossesse. Mills ne le savait pas. Cette révélation achève de briser l'espace mental entre la colère et le choix. Le tueur ne lui donne pas seulement la nouvelle d'une mort. Il lui donne la conscience d'une vie qui n'aura même pas commencé. Et il le fait avec cette voix calme, presque humble, comme s'il acceptait son propre châtiment. Le revolver de Mills devient alors le centre du monde. Tout le film semble se condenser dans cette main tremblante. Somerset, avec toute sa sagesse, ne peut pas porter la douleur à sa place. John Doe, avec toute sa cruauté, ne peut pas appuyer sur la détente lui-même. Le choix appartient à Mills, et c'est précisément cela qui rend la scène insoutenable. Si quelqu'un d'autre tirait, le piège serait moins parfait. Il faut que Mills décide. Il faut que l'amour devienne rage. Il faut que la justice perde son langage et prenne la forme d'une balle. Pendant quelques secondes, le spectateur espère encore. Pas parce que le pardon semble possible. Pas parce que Doe mérite de vivre. Mais parce qu'on comprend l'enjeu terrible. Ne pas lui donner la victoire. Refuser la dernière case. Laisser son œuvre inachevée. Sauver au moins cela au milieu de l'irréparable. Mais Mills n'est pas Somerset. Il n'a pas passé sa vie à survivre par le recul. Il est jeune, entier, violent dans sa douleur, incapable de transformer l'assassinat de Tracy en exercice de résistance morale. Il voit l'homme qui a fait cela. Il entend sa voix. Il sent le monde s'effondrer. Et il tire. Le premier coup ne libère rien. Il confirme seulement que le piège s'est refermé. Mills tire encore, comme si chaque balle pouvait atteindre non seulement John Doe, mais l'instant lui-même, la boîte, la vérité, la perte. Mais rien ne recule. Tracy ne revient pas. L'enfant ne revient pas. Somerset ne peut plus empêcher la chute. John Doe meurt, et dans cette mort, il obtient exactement la conclusion qu'il voulait. Le 7e péché est accompli. La colère. Ce qui rend cette fin si durablement traumatisante, ce n'est pas seulement sa noirceur. C'est son absence de consolation facile. La police arrive. Mills est emmené, vidé, détruit, vivant, mais déjà ailleurs. Somerset reste là, témoin d'un monde qui vient de lui donner une raison supplémentaire de partir, et peut-être aussi une raison de ne pas partir complètement. Parce qu'il a vu ce qui arrive quand le mal avance, sans que personne ne le comprenne assez tôt. Parce qu'il a essayé d'arrêter la dernière étape, et qu'il a échoué. Parce qu'il sait maintenant que l'abandon n'efface pas la violence. Il la laisse seulement à d'autres. Dans les dernières minutes, ce set-end ne donne pas au spectateur le confort d'une victoire policière. John Doe est mort. Oui. L'affaire est terminée, oui. Mais terminer ne veut pas dire réparer. Le film distingue brutalement ces deux choses. Résoudre une enquête ne ressuscite pas les victimes. Identifier un tueur ne détruit pas forcément son influence. Et parfois, obtenir une réponse arrive trop tard, pour sauver ce qui comptait vraiment. La dernière phrase, portée par Somerset, cite l'idée que le monde est un bel endroit et qu'il vaut la peine qu'on se batte pour lui. Puis, Somerset ajoute qu'il est d'accord avec la deuxième partie. Ce n'est pas une phrase triomphante. C'est une phrase cabossée. Il ne peut plus affirmer simplement que le monde est beau. Il a trop vu. Mais il ne peut pas non plus affirmer qu'il ne faut plus se battre. Et c'est peut-être là que ce set-end laisse sa blessure la plus profonde. Le film ne dit pas que Somerset retrouve l'espoir. Il dit quelque chose de plus fragile. Même quand l'espoir est abîmé, le refus de laisser le mal parler seul reste nécessaire. Pas glorieux, pas pur, nécessaire. Après cette fin, il serait facile de résumer ce set-end à son choc final. La boîte, le désert, la colère de Mills. La victoire posthume de John Doe. Pourtant, si le film reste aussi puissant, ce n'est pas seulement parce qu'il termine de manière brutale. C'est parce que cette fin donne soudain un sens nouveau à tout ce qui la précédait. Le dîner avec Tracy n'était plus seulement une scène intime. C'était une dernière image de chaleur avant l'effacement. Le métronome de Somerset n'était plus seulement un détail de caractère. C'était l'outil d'un homme qui tente depuis des années de ne pas sombrer dans le vacarme moral du monde. L'impulsivité de Mills n'était plus seulement un contraste avec l'expérience de Somerset.
c'était une faille que le tueur allait lire, nourrir et utiliser. C'est cela, la force la plus cruelle du scénario. Quand on connaît la fin, on ne revoit plus le même film. Chaque élément semble avoir attendu son retour. Chaque conversation prend une ombre supplémentaire. Même les silences deviennent des indices émotionnels. Le film fonctionne comme une enquête, mais aussi comme une tragédie. Dans une enquête classique, le héros découvre la vérité et cette vérité lui donne du pouvoir. Ici, plus Somerset découvre la vérité, plus il comprend qu'elle ne suffira pas. Il peut interpréter les péchés, deviner la logique, sentir le piège, supplier Mills de ne pas tirer. Mais son intelligence arrive face à une douleur que la logique ne peut pas contenir. C'est pour cela que Somerset est un personnage si important. Il n'est pas simplement le détective sage placé à côté du jeune inspecteur impulsif. Il incarne une question plus profonde. Que devient un homme lucide quand la lucidité ne protège plus personne? Il voit mieux que les autres, il comprend plus vite, il mesure les conséquences. Et malgré tout, il ne peut pas empêcher l'irréparable. Cette impuissance donne au film son amertume particulière. Somerset n'est pas inutile. Au contraire, sans lui, l'enquête serait encore plus aveugle. Mais Seusseten refuse l'idée rassurante selon laquelle comprendre le mal suffit à le vaincre. Parfois, comprendre permet seulement d'arriver assez près pour voir la catastrophe en face. Mills, de son côté, n'est pas écrit comme un idiot qui tombe dans un piège évident. C'est beaucoup plus douloureux que cela. Il est jeune, fier, nerveux, parfois arrogant, mais il n'est pas vide. Il aime sa femme. Il veut faire son travail. Il veut que les victimes comptent. Sa colère n'est pas née du néant. Elle vient d'une idée presque noble. Les coupables doivent répondre de ce qu'ils font. John Doe détruit cette idée de l'intérieur. Il ne convainc pas Mills que le crime est juste. Il le pousse à commettre un acte qui ressemble, pendant une seconde, à une réponse juste. C'est là que le piège devient insupportable. Mills ne tue pas par plaisir. Il tue parce que sa douleur cherche une forme et que Doe lui a laissé une seule cible visible. Le film ne demande donc pas au spectateur de mépriser Mills. Il nous place dans un inconfort beaucoup plus grand. On comprend pourquoi il tire, tout en sachant que ce geste donne à John Doe ce qu'il voulait. Cette contradiction est l'une des raisons pour lesquelles la fin reste en mémoire. Elle ne se laisse pas résoudre par une phrase simple. La mise en scène de David Fincher pousse cette contradiction jusque dans l'image. Pendant presque tout le film, la ville semble enfermer les personnages. Les intérieurs sont sombres, chargés, humides. Les bureaux paraissent fatigués. Les appartements respirent mal. La pluie ne donne pas une atmosphère romantique. Elle donne une sensation de moisissure morale. On a l'impression que les murs transpirent ce que les habitants ne veulent plus dire. Puis la dernière partie sort dans un espace ouvert. Le ciel est visible. L'horizon existe. La lumière devient presque agressive. Pourtant, cette ouverture ne libère personne. Au contraire, elle expose Mills, Somerset et Doe comme des figures isolées dans un monde vidé. Le film retire le décor urbain, mais garde toute sa corruption, comme si la ville avait contaminé même le désert. Ce choix visuel rend la fin encore plus froide. On aurait pu imaginer le dernier péché dans une cave, un entrepôt, un lieu fermé à l'image des autres crimes. Fincher choisit une plaine presque nue. Il ne reste plus qu'une décision. Plus de décor pour distraire. Plus d'ombre pour cacher la vérité. La scène finale se déroule à ciel ouvert, mais elle révèle ce que le film a de plus noir. Il faut aussi regarder la manière dont Seusseten utilise la violence. Le film est célèbre pour sa noirceur, mais il ne montre pas toujours frontalement ce qu'il pourrait montrer. Il laisse souvent l'imagination faire le travail le plus dur. La tête de Tracy, par exemple, n'apparaît pas à l'écran, et c'est précisément ce refus qui rend le moment plus fort. L'image absente devient intérieure. Le spectateur la fabrique malgré lui, à partir du visage de Somerset, de la panique de Mills et de la voix de Doe. Cette retenue est essentielle pour comprendre pourquoi le film dépasse le simple choc. Il ne cherche pas seulement à faire sursauter. Il cherche à installer une idée dans la tête du spectateur. Ce que l'on ne voit pas devient parfois plus impossible à effacer que ce que l'on voit. Seusseten connaît cette puissance de l'absence. Il sait que la vraie horreur
souvent, est dans l'espace entre l'information et l'imagination. La photographie, les décors, le montage, la musique, tout travaille dans ce sens. Les scènes ne donnent presque jamais une sensation de repos complet. Même les moments de calme portent un bruit de fond. La ville gronde. Les néons fatiguent les yeux. Les papiers, les dossiers, les murs, les couloirs, tout semble encombré par une vie humaine trop lourde. Le film crée un monde où la saleté n'est pas seulement physique. Elle est morale, mentale, sociale. Et pourtant, ce monde n'est pas fantastique. Il n'y a pas de monstres surnaturels, pas de démons visibles, pas de malédiction. C'est ce qui rend ce Satan plus proche et plus dérangeant. John Doe est un homme. Les victimes sont humaines. Les policiers sont humains. Le mal vient d'une logique humaine poussée jusqu'à l'abomination. Cette absence de surnaturel oblige le spectateur à regarder l'horreur comme une possibilité du réel, pas comme une exception imaginaire. C'est aussi pour cela que le choix de ne jamais nommer clairement la ville fonctionne si bien. Si le film disait avec insistance « Voici une ville précise, avec ses rues précises, son histoire précise », le spectateur pourrait garder une distance. En laissant l'espace plus anonyme, Fincher transforme la ville en état mental. Elle devient une synthèse de toutes les métropoles fatiguées, de toutes les foules indifférentes, de tous les appartements où l'on peut souffrir sans que personne ne frappe à la porte. Ce n'est pas une ville réaliste au sens documentaire. C'est une ville morale. Un lieu qui ressemble à ce que Somerset ressent depuis des années. La réussite du film tient aussi à son équilibre entre les trois présences masculines centrales. Somerset pense en profondeur. Mills réagit en surface, mais cette surface est brûlante, vivante, dangereuse. John Doe observe les deux et transforme leurs différences en outils. Le tueur ne pourrait probablement pas piéger Somerset de la même manière. Somerset est trop fatigué, trop prudent, trop conscient du théâtre criminel. Il ne pourrait pas non plus utiliser Mills sans Somerset, parce que la tragédie a besoin d'un témoin capable de comprendre qu'elle est une tragédie. Dans la scène finale, Somerset est presque le spectateur idéal du plan de Doe. Il comprend tout, mais trop tard. Mills est l'acteur final, celui qui accomplit le geste. Doe est l'auteur qui a organisé sa propre disparition comme une signature. Cette distribution des rôles donne à la fin une précision presque insupportable. Personne n'est là par hasard. Chaque homme occupe exactement la place que le film lui a préparée. Il faut alors revenir à Andrew Kevin Walker et à l'écriture du scénario. La grande idée ne se limite pas aux 7 péchés capitaux. Beaucoup d'histoires pourraient utiliser cette liste comme une simple structure de meurtre. Ce 7N va plus loin parce que les 2 derniers péchés ne sont pas seulement des crimes découverts par la police. Ils impliquent directement les personnages principaux. L'envie appartient à Doe. La colère est offerte à Mills. Le motif cesse d'être externe. Il entre dans le cœur du héros. Ce basculement transforme toute la mécanique. Pendant 5 péchés, Somerset et Mills semblent enquêter sur des punitions infligées à d'autres. Puis le film révèle que le système n'était pas complet sans eux. Le tueur n'avait pas seulement besoin de victimes. Il avait besoin d'un homme à envier, puis d'un homme à pousser vers la colère. La police n'était pas simplement l'obstacle. Elle était la matière finale. Cette idée explique pourquoi l'arrestation volontaire de John Doe est si terrifiante. Elle prouve que son plan accepte la prison, la mort, l'échec apparent. Ce n'est pas un criminel qui cherche à s'en sortir. C'est un fanatique qui veut que le monde raconte son acte après lui. En mourant, il pense donner à son message une forme définitive. Il fait de sa propre exécution la dernière image de son œuvre. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il gagne entièrement. Le film est plus ambigu. John Doe obtient la structure qu'il voulait, mais Somerset survit comme témoin lucide. Mills survit aussi, même détruit. Et le spectateur, lui, ne sort pas du film en admirant Doe. Il sort avec une colère froide contre sa manipulation, et avec une tristesse immense pour ceux qui l'a utilisé. Le film nous fait comprendre le plan sans nous faire accepter sa morale. Cette nuance est capitale. Une œuvre moins maîtrisée aurait pu rendre le tueur séduisant par excès de mystère ou d'intelligence. Ce 7N évite ce piège en montrant toujours le coût humain.
Derrière chaque mot écrit sur un mur, il y a un corps. Derrière chaque concept, une souffrance. Derrière chaque discours de dos, une personne réduite à un exemple. Le film nous autorise à analyser son système, mais il ne nous laisse jamais oublier que ce système est une violence. La carrière du film confirme aussi quelque chose d'important. Avec un budget d'environ 33 millions de dollars et des recettes mondiales dépassant 327 millions, ce Seten n'a pas été seulement un thriller sombre apprécié par une niche. Il a touché un large public, malgré son pessimisme, malgré sa fin, malgré son atmosphère difficile. Cela dit beaucoup sur sa puissance. Les spectateurs n'étaient pas seulement venus voir une enquête. Ils ont été marqués par une expérience. Et cette expérience a influencé durablement l'image du thriller criminel moderne. Après ce Seten, beaucoup de films et de séries ont repris l'idée du tueur méthodique, des scènes de crime symboliques, du détective confronté à une logique morale déformée. Mais peu ont retrouvé le même équilibre. Car copier la noirceur ne suffit pas. Copier les indices macabres ne suffit pas. Ce qui fait la force de ce Seten, c'est la cohérence entre le monde, les personnages, les crimes et la fin. Tout avance dans la même direction, même quand le spectateur ne voit pas encore la route. C'est pour cela que le film supporte si bien les revisites. La première fois, on regarde pour savoir qui tue, pourquoi et comment les inspecteurs vont l'arrêter. La deuxième fois, on regarde Mills rire avec Tracy en sachant ce qui l'attend. On regarde Somerset écouter son métronome en sachant qu'aucun rythme ne pourra le protéger de la dernière journée. On regarde John Doe épargnant Mills dans la ruelle en comprenant que ce geste n'est pas une faiblesse, mais une réservation. Chaque détail devient plus sombre après coup. Même le titre, ce Sefen, prend une force particulière. Le chiffre inséré dans le mot n'est pas seulement un style visuel devenu célèbre. Il annonce une obsession, une structure, une manière de compter jusqu'à l'inévitable. Le film entier est un compte à rebours déguisé en enquête. À chaque péché, il ne reste pas simplement une victime de moins à trouver. Il reste une case de moins avant la fermeture du piège. Et quand la dernière case se ferme, le spectateur comprend que le vrai suspense n'était pas seulement de découvrir le prochain crime. Le vrai suspense était de savoir si quelqu'un pourrait casser la logique avant qu'elle n'atteigne Mills. Personne n'y arrive. C'est terrible, mais ce n'est pas gratuit. Le film nous laisse avec une question que beaucoup de thrillers évitent. Que vaut la justice quand le mal réussit à utiliser notre désir de justice contre nous? Mills veut punir le coupable. Somerset veut empêcher Doe de gagner. Les deux positions sont humaines. Les deux sont compréhensibles. Mais dans l'espace impossible de la scène finale, une seule seconde suffit à transformer la douleur en accomplissement du plan adverse. Voilà pourquoi ce Seten ne se referme pas vraiment quand le générique arrive. Il continue à travailler après la fin. Il ne nous demande pas seulement ce qu'il y avait dans la boîte. Il nous demande ce que nous aurions fait face à elle. Et cette question, justement, personne ne peut y répondre avec confort. Et cette question, justement, personne ne peut y répondre avec confort. C'est peut-être pour cela que ce Seten continue de déranger même quand on connaît tous ses rebondissements. Le film ne dépend pas uniquement de la surprise. Une surprise s'épuise quand elle est connue. Ici, l'effet reste parce que le mécanisme émotionnel ne cesse pas de fonctionner. On sait ce qu'il y a dans la boîte, on sait que Mills va tirer, on sait que Somerset va échouer à le retenir. Pourtant, la scène continue de serrer la gorge, parce que le spectateur n'attend plus seulement une révélation, il attend l'impossible, que cette fois, quelqu'un fasse dérailler la tragédie. Mais le film ne change pas. Cette fidélité à sa propre noirceur fait partie de son identité. Ce Seten ne cherche jamais à consoler après avoir blessé. Il ne rajoute pas une scène pour expliquer que Mills guérira, que Somerset retrouvera la paix, que la ville sera plus sûre. Il s'arrête dans un état de choc contrôlé, comme si le récit savait qu'ajouter trop de mots après cela affaiblirait la violence morale de ce qui vient d'arriver. Ce choix est courageux, parce qu'il va contre une attente très profonde du spectateur. Dans un thriller, on accepte la peur, la mort, l'angoisse, à condition qu'une forme d'ordre revienne à la fin. Le coupable arrêté, le héros sauvé, la famille protégée,
la vérité révélée. Ce Seten donne certaines réponses, mais il refuse l'ordre. Le coupable est mort, pourtant sa logique s'est accomplie. La vérité est révélée, mais elle détruit celui qui la reçoit. La police est là, mais trop tard pour être autre chose qu'un témoin administratif du désastre. Même le départ à la retraite de Somerset, annoncé dès le début, ne peut plus être lu simplement. Au départ, il voulait quitter la police parce qu'il n'en pouvait plus. Après l'affaire John Doe, il aurait toutes les raisons de partir définitivement, de fermer la porte, de laisser la ville à sa propre corruption. Pourtant, sa dernière parole laisse entendre autre chose. Il ne dit pas qu'il est sauvé. Il ne dit pas qu'il croit de nouveau en la beauté du monde. Il dit qu'il sera dans les parages. Cette nuance est immense. Somerset ne retrouve pas une foi naïve. Il ne redevient pas un jeune policier plein d'élan. Il reste fatigué, blessé, lucide. Mais quelque chose dans l'affaire l'empêche peut-être de disparaître complètement. Tracy lui a parlé. Mills s'est effondré devant lui. John Doe a essayé de transformer le monde en preuve de sa propre haine. Et face à cela, Somerset comprend peut-être qu'abandonner totalement le terrain reviendrait à laisser ce genre d'homme raconter seul la signification du monde. Il ne peut pas promettre de gagner. Il peut seulement refuser de partir tout à fait. Cette fin rend Somerset plus complexe qu'un simple pessimiste. Depuis le début, il est tenté par le retrait. Il connaît les horreurs, il connaît l'indifférence, il sait que le système est lent, fragile, souvent impuissant. Mais il est aussi l'homme qui demande si l'enfant a vu le meurtre dans la première scène. Il est celui qui s'inquiète de Tracy. Il est celui qui tente de sauver Mills de lui-même jusqu'à la dernière seconde. Son désespoir n'a jamais été une absence de compassion. C'est même l'inverse. Il souffre parce qu'il voit trop bien ce que la violence fait aux êtres humains. Mills, lui, représente un autre danger, plus jeune, plus instinctif. Il croit encore qu'il suffit de frapper juste, de courir assez vite, de tenir tête au monstre. Cette énergie est nécessaire dans un monde violent, mais le film montre qu'elle peut être manipulée quand elle n'est pas accompagnée d'une conscience du piège. Mills veut arrêter John Doe. Il ne comprend pas assez tôt que John Doe veut être arrêté par lui, regardé par lui, jugé par lui, puis exécuté par lui. La différence entre les deux inspecteurs devient donc une question sur la justice elle-même. La justice a besoin de colère, parce qu'une société sans indignation devant le crime devient indifférente. Mais la justice ne peut pas se réduire à la colère, parce qu'une colère sans distance peut être capturée par celui qu'elle cherche à punir. Ce Seten place Mills exactement à cet endroit impossible. Il a raison d'être horrifié, mais le geste qu'il pose transforme son horreur en victoire pour Doe. C'est ce qui rend John Doe si détestable et si efficace comme antagoniste. Il ne gagne pas parce qu'il est plus fort physiquement. Il gagne parce qu'il comprend la vulnérabilité morale des autres. Il voit que Somerset porte la lassitude. Il voit que Mills porte la rage. Il voit que Tracy porte l'innocence et la peur d'une vie nouvelle. Il ne crée pas ces éléments, il les détourne. Il prend ce qui existe déjà chez chacun et l'insère dans son architecture meurtrière. Sa fausse morale fonctionne comme une machine de réduction. Pour lui, une personne devient son péché. L'homme obèse devient gourmandise. L'avocat devient avarice. L'homme attaché au lit devient paresse. La femme liée à son apparence devient orgueil. Les individus disparaissent derrière des étiquettes. C'est l'un des gestes les plus violents de Doe. Il retire aux êtres humains leur complexité, puis il prétend les juger. Le film, lui, fait l'inverse. Il ne donne pas toujours beaucoup de temps aux victimes, mais il nous fait sentir l'inhumanité du procédé. Aucun péché ne peut résumer une vie. Aucun défaut ne justifie une torture. Aucune faiblesse ne transforme une personne en support pédagogique pour un fanatique. En montrant la logique de Doe, ce Septen nous apprend surtout à la refuser. La mise en scène soutient cette idée par une méthode très précise. Elle ne rend jamais le monde confortable, mais elle ne donne pas non plus à John Doe une grandeur héroïque. Son appartement est rempli de signes, de carnets, de photos, d'obsessions, mais ce n'est pas un temple admirable. C'est un espace malade, une accumulation d'attention sans amour, une intelligence qui tourne en circuit fermé jusqu'à produire de la destruction.
Il y a quelque chose de terrifiant dans cette idée. John Doe observe beaucoup, mais il ne rencontre personne. Il regarde les gens pour les condamner, pas pour les comprendre. Il collectionne des preuves contre l'humanité, mais il ne cherche jamais les raisons, les blessures, les contradictions. Son regard est intense, mais pauvre. Il voit le péché partout, parce qu'il a décidé de ne voir que cela. Somerset, au contraire, observe pour comprendre ce que les actes laissent derrière eux. Quand il demande si l'enfant a vu, il ne cherche pas une preuve contre quelqu'un. Il pense à une conscience blessée. Quand Tracy lui parle, il ne la réduit pas à sa peur. Il reçoit son dilemme dans toute sa douleur. Cette opposition discrète est fondamentale. Doe observe pour condamner, Somerset observe pour mesurer la souffrance. Mills observe moins. Il ressent d'abord. Et c'est justement ce qui le rend vivant, attachant, mais aussi exposé. Dans ses scènes avec Tracy, il n'est pas une caricature de policier agressif. Il est maladroit, affectueux, parfois incapable de voir ce que sa femme traverse, mais pas indifférent. Il veut construire quelque chose. Il veut croire que son travail a un sens. C'est cette part vivante que Doe attaque. La punition finale n'est pas dirigée seulement contre Mills, le policier, mais contre Mills, l'homme capable d'aimer. Voilà pourquoi Tracy occupe une place si forte, avec relativement peu de scènes. Le film ne la multiplie pas inutilement, mais chaque apparition ajoute une couche à la tragédie. Elle donne au récit une douceur anxieuse. Elle permet de voir Mills hors de l'enquête. Elle permet de voir Somerset autrement, dans une écoute intime plutôt que professionnelle. Et quand elle disparaît, son absence remplit tout l'espace final. Sa grossesse secrète est l'un des détails les plus cruels du scénario, parce qu'elle transforme la fin en double perte. Mills perd sa femme, mais il perd aussi une possibilité d'avenir qu'il n'a même pas eu le temps de connaître. John Doe ne détruit pas seulement une famille existante. Il détruit une famille en train de devenir. Et parce que Mills découvre cette vérité par la bouche du tueur, même l'information la plus intime de sa vie lui est volée. Ce vol est central. Doe vole aux victimes leur corps, leur dignité, leur nom. Il vole à Mills le droit d'apprendre la grossesse par Tracy. Il vole à Somerset la possibilité d'empêcher la dernière erreur. Il vole à la justice sa forme normale en orchestrant sa propre exécution. Tout son plan est une série de confiscations. Il prend ce qui devrait appartenir aux autres et l'intègre à son récit. C'est aussi pour cela que le film reste moralement fort, malgré son pessimisme. Il ne dit pas que tout se vaut. Il ne dit pas que le mal est fascinant au point d'être supérieur. Il montre au contraire comment le mal parasite les choses humaines les plus réelles. Le désir de justice, la honte, la solitude, l'amour, la fatigue, la foi dans un ordre possible. Doe est dangereux parce qu'il sait se brancher sur ses forces. Mais le film ne confond jamais son intelligence avec une vérité. L'un des grands plaisirs sombres de Seusseten vient alors de sa précision narrative. Rien ne semble posé seulement pour remplir le temps. Les scènes de crime établissent la méthode. Les conflits entre Mills et Somerset établissent la faille finale. Tracy établit l'enjeu intime. L'appartement de Doe établit l'ampleur de son obsession. La poursuite établit qu'il aurait pu tuer Mills, mais qu'il ne le fait pas. L'arrestation volontaire établit que la conclusion n'est pas subie, mais déclenchée par le tueur. Chaque morceau avance vers la boîte, même quand le spectateur ne le sait pas encore. Cette construction explique pourquoi le film donne une impression de fatalité. La fatalité, ici, ne vient pas du destin au sens mystique. Elle vient d'une écriture où les choix des personnages, leurs traits de caractère et les informations manquantes convergent vers un seul point. Mills aurait pu être différent. Somerset aurait pu imposer une autre décision. Tracy aurait pu quitter la ville. La police aurait pu refuser le marché. Mais dans la forme précise du film, chaque possibilité semble se refermer au moment où elle pourrait sauver quelqu'un. Le génie cruel du scénario est de faire sentir cette fermeture sans donner l'impression que les personnages sont des marionnettes. Mills choisit vraiment de tirer. Somerset choisit vraiment de l'accompagner. Les autorités choisissent vraiment d'accepter les conditions de Doe. Mais John Doe a préparé un terrain où chaque choix humain risque de servir sa conclusion.
C'est cela, son vrai pouvoir. Non pas supprimer la liberté des autres, mais la piéger. À ce niveau, ce 7N devient plus qu'une histoire de tueur en série. C'est une réflexion sur la manière dont une idée extrême peut utiliser le monde réel comme carburant. Do regarde la société, y trouve de la laideur, puis prétend que cette laideur l'autorise à devenir pire qu'elle. C'est un raisonnement que le film expose comme une maladie. Il part d'observations parfois reconnaissables, l'indifférence, la vanité, la corruption, la violence, et il en tire une conclusion monstrueuse. Punir, humilier, détruire. Somerset refuse cette conclusion, même s'il partage une partie du diagnostic. Il sait que le monde est dur. Il sait que les gens peuvent être lâches, cruels, égoïstes. Mais il sait aussi qu'à partir du moment où l'on ne voit plus que cela, on devient capable d'écraser les innocents au nom d'une vérité incomplète. La lucidité de Somerset n'est pas la haine de Do. C'est une lucidité qui souffre encore. Et c'est peut-être la frontière morale du film. La souffrance de Somerset prouve qu'il n'est pas devenu John Doe. Il a vu l'horreur, mais il ne l'a pas transformée en permission de juger tout le monde. Il s'est approché du désespoir, mais il n'a pas cessé de reconnaître les personnes. Tracy n'est pas un symbole pour lui. Mills n'est pas une simple erreur. Même les victimes anonymes ne sont pas seulement des indices. Là où Doe simplifie, Somerset garde la complexité. Et cette complexité est une forme de résistance. La dernière phrase du film, avec son accord seulement sur la deuxième moitié, résume cette position fragile. Le monde vaut la peine qu'on se batte pour lui, même si l'on n'arrive plus toujours à le trouver beau. Cette phrase n'efface pas la boîte. Elle n'efface pas la mort de Tracy. Elle n'offre pas de miracle. Mais elle empêche John Doe d'avoir le dernier mot total. Parce que si le film se terminait uniquement sur la réussite du tueur, il deviendrait peut-être nihiliste. Avec Somerset, il devient plus douloureux que cela. Il reconnaît que le mal peut gagner des batailles terribles, qu'il peut abîmer les meilleurs instincts, qu'il peut transformer l'amour en rage. Mais il laisse aussi une petite place à la continuité du combat. Pas une victoire, une présence. Un homme qui reste dans les parages. Dans ce 7N, cette nuance suffit à empêcher l'obscurité de devenir complaisante. Le film ne console pas, mais il ne célèbre pas non plus la destruction. Il nous fait traverser une ville malade, un plan meurtrier, une manipulation parfaite, puis il nous laisse avec une obligation inconfortable. Regarder le mal sans lui donner le prestige qu'il réclame. Comprendre John Doe sans l'admirer. Comprendre Mills sans excuser entièrement son geste. Comprendre Somerset sans réduire sa fatigue à de la faiblesse. C'est pour cela que le film reste si discuté. Il ne se ferme pas avec une morale nette. Il se ferme avec une blessure qui oblige à penser. Et dans le cinéma populaire, cette capacité est rare. Divertir, captiver, choquer, puis laisser derrière soi une question morale qui continue de respirer longtemps après la dernière image. Cette question continue de respirer longtemps après la dernière image parce que ce 7N ne construit pas seulement une intrigue. Il construit une expérience de contamination. Au début, on pense entrer dans une enquête. On observe les scènes, les indices, les réactions des inspecteurs. On essaie de deviner le prochain péché, le prochain lieu, le prochain mouvement du tueur. Mais peu à peu, le film change notre position. Il ne nous laisse plus regarder de loin. Il nous force à ressentir la fatigue de Somerset, l'impatience de Mills, l'étouffement de Tracy, et même le malaise de comprendre trop bien la structure de John Doe sans jamais vouloir lui donner raison. C'est une sensation très particulière. Le spectateur devient lui aussi lecteur du plan. Nous comptons les péchés. Nous cherchons la logique. Nous voulons savoir comment l'œuvre criminelle va se compléter. Et cette curiosité, même naturelle, même innocente, nous place dans une position inconfortable. John Doe veut être regardé. Le film sait que nous le regardons. Il y a donc une tension entre notre désir de comprendre et le danger de donner au tueur l'attention qu'il réclame. Ce 7N ne nous accuse pas de regarder. Il nous rend conscients du regard. C'est pour cela que le film semble si mature dans sa manière de gérer le suspense. Il ne se contente pas de cacher des informations. Il nous demande pourquoi certaines informations nous attirent.
Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir connaître le détail d'un crime? À quel moment la curiosité devient-elle une forme de participation émotionnelle? Et comment raconter l'horreur sans la transformer en spectacle vide? La réponse du film passe par son sérieux. Chaque scène de crime est pensée comme un choc, mais aussi comme une conséquence. Les policiers ne plaisantent pas autour des corps. La caméra ne transforme pas les victimes en objets décoratifs. L'atmosphère n'invite pas à consommer l'horreur rapidement avant de passer à la suivante. Au contraire, tout semble lourd. Chaque découverte laisse une trace. Même quand le récit avance, quelque chose reste dans l'air. Cette lourdeur est essentielle. Elle empêche le film de devenir une simple collection de meurtres ingénieux. John Doe est méthodique, mais le film ne célèbre pas son inventivité. Il montre à quel point cette méthode est malade. Il nous fait sentir la différence entre une construction scénaristique brillante et une logique morale ignoble. En tant que spectateur, nous pouvons admirer la précision du film sans admirer la vision du tueur. Cette distinction est l'un des grands équilibres de ce 7N. La mise en scène de Fincher travaille constamment à garder cet équilibre. Elle est stylisée, mais jamais confortable. Le grain, les ombres, la pluie, les intérieurs jaunâtres ou verdâtres, les bureaux saturés de dossiers, les appartements trop petits, tout crée un monde reconnaissable et cauchemardesque à la fois. Ce n'est pas un réalisme neutre. C'est un réalisme contaminé par le regard de Somerset, par la fatigue morale de l'histoire, par l'idée que la ville elle-même est un organisme malade. Et pourtant, dans ce monde si sombre, les émotions restent lisibles. La relation entre Somerset et Mills évolue sans devenir trop sentimentale. Au départ, il s'agace. Somerset voit Mills comme un jeune homme trop impatient. Mills voit Somerset comme un vieux policier déjà parti intérieurement. Mais l'affaire les oblige à se rejoindre. Non pas à devenir amis d'une manière simple, mais à reconnaître chez l'autre quelque chose de nécessaire. Mills a besoin de l'intelligence lente de Somerset. Somerset a besoin de se rappeler, à travers Mills, que la colère contre le mal n'est pas toujours ridicule. Leur duo fonctionne parce qu'aucun des deux n'a entièrement tort. Le film ne dit pas « l'expérience a raison, la jeunesse a tort ». Il montre plutôt que chaque force porte son risque. La prudence peut devenir retrait. L'énergie peut devenir aveuglement. La lucidité peut isoler. L'indignation peut être piégée. Cette complexité donne à leurs échanges une tension durable. Quand ils se disputent, ce n'est pas seulement une opposition de tempérament. C'est une opposition de survie. Somerset survit en prenant de la distance. Mills survit en refusant cette distance. Le problème, c'est que John Doe a trouvé le moyen de punir les deux. Il force Somerset à assister à une horreur qu'il comprend trop tard, et il force Mills à ressentir une douleur qu'il ne peut pas maîtriser. Tracy, au milieu de ces deux hommes, apporte une autre vérité. Elle n'a pas besoin d'être policière pour comprendre que quelque chose ne va pas. Son malaise face à la ville est presque physique. Elle ressent ce que Mills rationalise. Elle perçoit l'hostilité d'un environnement où elle n'a pas de racines, pas d'espace, pas de futur clair. Dans beaucoup de thrillers, le personnage de l'épouse pourrait n'exister que pour motiver le héros. Ici, même si son destin sert tragiquement le piège final, ces scènes lui donnent une intériorité réelle. Son appel à Somerset est particulièrement révélateur. Elle choisit la personne qui écoute, pas celle qui réagit le plus vite. Elle choisit l'homme qui peut accueillir une peur complexe sans immédiatement la simplifier. Et cette scène, placée au cœur d'un récit de crime, rappelle que l'horreur la plus profonde du film ne se limite pas aux scènes sanglantes. Elle touche aussi aux décisions intimes, à la solitude dans un couple, à la peur de faire entrer un enfant dans un monde que l'on ne comprend plus. Ce lien entre l'intime et le criminel rend la fin beaucoup plus violente. Si Tracy n'était qu'une présence lointaine, la boîte serait un choc narratif. Parce que le film nous a laissé entendre sa solitude, sa douceur et son dilemme, la boîte devient une destruction humaine complète. Le spectateur ne perd pas seulement un personnage. Il perd la seule possibilité de chaleur durable que le film avait vraiment laissée ouverte. Le générique d'ouverture mérite aussi d'être compris dans cette logique. Avant même que l'enquête ne prenne toute sa forme,
Ces images de carnets, de doigts, de mots découpés, de gestes minutieux nous plongent dans la matière mentale de John Doe. On ne voit pas encore son visage, mais on voit sa méthode. Le papier, l'encre, la lame, les fragments, les images manipulées. Tout indique un homme qui fabrique son crime comme un texte, qui prépare la lecture qu'il veut imposer au monde. Ce générique fonctionne presque comme une scène de crime avant les scènes de crime. Il nous dit que le tueur écrit déjà, classe déjà, coupe déjà, efface déjà. Le corps des victimes viendra plus tard, mais l'acte de réduire le réel en fragments a commencé. Et quand on revoit le film, ces premières images paraissent encore plus inquiétantes, parce qu'elles annoncent que John Doe ne tue pas dans l'improvisation. Il compose. Ce mot est important et il est dangereux. Doe compose, mais son œuvre est une destruction. Il organise, mais son ordre est une perversion. Il écrit, mais son texte est fait avec la souffrance des autres. Toute la puissance du film tient dans ce paradoxe. Montrer une structure extrêmement maîtrisée, sans permettre au spectateur d'oublier que cette structure repose sur l'inhumain. La musique et le son participent à cette sensation. Le film ne cherche pas seulement à accompagner les scènes. Il installe une pression. Les bruits de la ville, la pluie, les machines, les pas dans les couloirs, les voix basses, les silences trop longs, tout finit par produire une fatigue auditive. On a l'impression de vivre dans un endroit qui ne s'arrête jamais, même quand les personnages essaient de dormir. Le métronome de Somerset prend alors une signification encore plus forte. C'est un petit ordre artificiel contre un chaos permanent. Mais le chaos de ce Seten n'est jamais total. C'est justement ce qui le rend plus inquiétant. Le monde fonctionne encore. Les policiers remplissent des formulaires. Les avocats existent. Les journalistes attendent. Les livraisons arrivent. Les repas se prennent. Les trains passent. La vie ordinaire continue autour de l'horreur. Et cette continuité banale est presque plus effrayante qu'un effondrement complet. Si tout s'écroulait, on pourrait parler d'apocalypse. Ici, le monde continue, et c'est peut-être pire. John Doe se nourrit de cette continuité. Il regarde une société capable d'absorber presque n'importe quoi, puis il décide de produire un choc assez grand pour trouer cette indifférence. Mais encore une fois, son raisonnement est une impasse morale. Le fait qu'un monde soit indifférent ne donne à personne le droit de devenir bourreau. Le fait qu'il existe des péchés ne donne pas à un homme le droit de s'ériger en tribunal. Le film ne cesse de revenir à cette frontière, même quand il nous plonge dans la logique du tueur. Cette frontière est ce qui sépare ce Seten d'un simple film pessimiste. Le pessimisme pur dirait « le monde est mauvais, et voilà tout ». Ce Seten dit quelque chose de plus inquiétant et de plus utile. Le monde contient assez de laideur pour que des esprits fanatiques puissent s'en servir comme preuve. Mais cette preuve reste mensongère si elle efface la compassion. Doe voit la corruption, mais il refuse la pitié. Somerset voit la corruption, et la pitié le fait souffrir. Toute la différence est là. Ce regard explique aussi pourquoi le film reste actuel. Les décors, les technologies, les vêtements appartiennent à leur époque, mais la mécanique morale n'a pas vieilli. L'indifférence urbaine, la fascination publique pour les crimes, le désir de transformer la souffrance en récit, la tentation de juger les êtres humains par une seule faute, tout cela parle encore. Ce Seten semble venir de 1995, mais sa question centrale traverse les décennies. Que devient une société quand elle regarde le mal comme un spectacle, puis s'étonne que certains veuillent monter sur scène? La réponse du film n'est jamais simple, et c'est une bonne chose. Il ne suffit pas de dire que la société a créé John Doe. Ce serait trop facile, et presque une excuse. John Doe est responsable. Ses choix sont les siens. Mais le film montre aussi qu'il sait utiliser les angles morts du monde. Les solitudes, les excès, les hypocrisies, les appétits médiatiques, les institutions dépassées. Il n'est pas un produit mécanique de la ville. Il est un parasite de ses failles. Et face à un parasite, la simple force ne suffit pas toujours. Il faut reconnaître le terrain qu'il exploite. Somerset le comprend. Mills le découvre trop tard. Le spectateur, lui, le comprend dans l'après-coup. C'est pourquoi la dernière scène ne cesse de revenir en mémoire.
Elle est violente, bien sûr, mais elle est surtout parfaitement alignée avec tout le film. John Doe ne sort pas soudain une idée nouvelle. Il révèle la conclusion exacte de ce qu'il prépare depuis le début. Transformer le péché en spectacle, transformer le jugement en meurtre, transformer la justice en colère. La boîte n'est pas une rupture avec le film. Elle en est la phrase finale la plus impitoyable. Et pourtant, une fois encore, il reste Somerset. Il reste cet homme fatigué, incapable de sauver Tracy, incapable d'empêcher Mills de tirer, incapable de rendre le monde beau par une phrase. Mais il reste. Dans un film aussi sombre, cette simple présence a du poids. Elle ne suffit pas à vaincre John Doe dans l'instant. Elle ne suffit pas à réparer l'histoire. Mais elle empêche la disparition totale du regard humain. Quelqu'un a vu le piège. Quelqu'un a nommé la victoire du tueur. Quelqu'un a essayé de la refuser. C'est peu. Mais dans ce Seven, peu peut déjà compter. Parce que le film entier se déroule dans un monde où beaucoup ne regardent plus, où beaucoup s'habituent, où beaucoup passent à côté de la souffrance jusqu'à ce qu'elle devienne monstrueuse. Somerset, malgré sa fatigue, regarde encore. Cette capacité à regarder sans devenir Doe, à voir l'horreur sans la transformer en doctrine de haine, devient l'un des derniers gestes moraux possibles. Le spectateur sort alors du film avec une sensation double. D'un côté, l'abîme. John Doe a réussi à imposer sa forme. Mills est brisé. Tracy est morte. L'enfant aussi. Somerset est encore plus seul qu'avant. De l'autre, une résistance minimale subsiste. La phrase finale ne dit pas que tout ira bien. Elle dit que l'on ne peut pas laisser la noirceur être le seul argument. C'est peut-être cela, la vraie dureté de ce Setten. Le film ne nous donne pas l'espoir comme un cadeau. Il nous le rend presque comme une responsabilité. Pas l'espoir lumineux, facile, rassurant. Un espoir pauvre, blessé, parfois sans beauté. Mais un espoir qui tient dans l'idée qu'il faut continuer à se battre, même quand on ne sait plus très bien ce qui peut être sauvé. Mais un espoir qui tient dans l'idée qu'il faut continuer à se battre, même quand on ne sait plus très bien ce qui peut être sauvé, n'a rien d'inconfort. C'est un poids. Et c'est précisément ce poids que ce Setten laisse sur les épaules du spectateur. Quand le film se termine, on ne sort pas avec l'énergie d'une victoire. On sort avec une gêne, une colère, une tristesse, parfois même une impression de silence intérieur. Les meilleurs thrillers ne se contentent pas de résoudre une intrigue. Ils déplacent quelque chose dans notre manière de regarder le monde. Ce Setten le fait en nous obligeant à distinguer plusieurs choses que l'on mélange trop facilement. Comprendre et excuser, punir et rendre justice, voir la laideur et renoncer à la compassion. John Doe comprend certains mécanismes du monde, mais il les comprend sans amour, sans pitié, sans humilité. C'est ce qui le condamne moralement. Il voit les défauts humains comme des preuves définitives. Somerset, lui, voit les mêmes défauts, mais il continue de sentir la douleur qu'ils provoquent. Cette différence paraît mince quand on la résume, mais dans le film, elle est immense. C'est la différence entre un regard qui juge pour détruire et un regard qui souffre parce qu'il voudrait encore protéger. Mills se trouve pris entre ces deux forces. Il n'a pas la froideur de Doe, il n'a pas la distance de Somerset. Il est plus proche de nous peut-être dans sa réaction immédiate. Il aime, il s'emporte, il veut que l'horreur ait une réponse. Sa chute est donc terrifiante parce qu'elle ne vient pas d'un mal intérieur simple. Elle vient d'une émotion que beaucoup peuvent comprendre. Le film ose dire que même une colère née de l'amour peut être retournée par quelqu'un qui sait exactement où frapper. C'est là que ce Setten reste plus intelligent que beaucoup d'imitations. Il ne crée pas seulement un tueur brillant et des crimes choquants. Il crée un piège moral où les qualités humaines deviennent vulnérables. L'amour de Mills devient sa faiblesse. La lucidité de Somerset devient sa torture. L'innocence de Tracy devient la cible la plus cruelle. Même le désir de vérité de la police devient un chemin vers la conclusion voulue par Doe. Le film n'a donc pas besoin d'un dernier monologue explicatif pour rester en tête. Sa logique est déjà inscrite dans notre mémoire par les images. La pluie sur la ville, le métronome dans l'appartement, les carnets de Doe, le visage de Somerset devant la boîte. Mills qui répète la question que tout le monde redoute. Le corps immobile du tueur après les coups de feu.
Ce sont des images qui ne ferment pas le récit. Elles le gardent ouvert, comme une blessure que l'on comprend un peu mieux à chaque retour. Avec le temps, Seth Setten est devenu une référence parce qu'il a changé la manière dont le public regarde le thriller criminel. Son influence se voit dans beaucoup d'histoires de tueurs méthodiques, de mise en scène macabre, d'enquêteurs usés par le mal qu'ils poursuivent. Mais son vrai héritage ne tient pas seulement à ses éléments copiables. Il tient à sa cohérence. Tout dans le film semble appartenir au même cauchemar. Le décor, la lumière, les personnages, les crimes, les silences, la fin. Rien ne paraît ajouté pour faire simplement plus sombre. La noirceur a une architecture. C'est pour cela que le film continue de fonctionner même pour un spectateur qui connaît déjà son secret. La question n'est plus seulement « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» La question devient « Comment le film nous a-t-il amenés là sans que nous puissions sortir du piège ?» Et la réponse se trouve dans la patience de sa construction. Ce Setten ne court pas vers son choc final. Il l'enterre doucement sous des scènes de caractère, des détails de décor, des conversations apparemment secondaires, des tensions entre deux hommes qui ne savent pas encore qu'ils sont observés. La première scène avec Somerset demandant si l'enfant a vu le crime répond, d'une certaine manière, à la dernière scène où il regarde Mills perdre tout contrôle. Au début, Somerset pense à ce qu'un acte violent laisse dans les yeux d'un enfant. À la fin, il voit ce qu'un acte violent laisse dans l'âme d'un adulte. Entre les deux, le film n'a cessé de parler de transmission invisible. La violence passe d'un corps à une mémoire, d'un crime à un témoin, d'un tueur à ceux qui tentent de l'arrêter. C'est une idée terrible, mais très forte. Les crimes ne s'arrêtent pas au moment où ils sont commis. Ils continuent dans ceux qui les découvrent, ceux qui les racontent, ceux qui les subissent, ceux qui essaient de leur donner un sens. John Doe veut contrôler cette continuation. Il veut que ces crimes deviennent un message. Somerset tente, au moins, d'empêcher que ce message soit la seule lecture possible. Le spectateur participe aussi à cette lutte. Quand on parle de ce Setten, quand on analyse sa fin, quand on revient sur la boîte, il faut faire attention à ne pas donner au tueur fictif le prestige qu'il désire dans l'histoire. La meilleure manière de comprendre le film n'est pas de célébrer le plan de Doe comme une œuvre parfaite. C'est de reconnaître comment le film expose la séduction dangereuse de la logique absolue, puis la détruit moralement par la souffrance des personnages. Car Doe n'est pas profond parce qu'il tue selon une liste. Il est vide parce qu'il a besoin de tuer pour donner du poids à sa liste. Il ne révèle pas la vérité du monde. Il révèle ce qui arrive quand un homme confond son dégoût avec une mission. Ce Setten nous laisse approcher cette confusion, mais il nous montre aussi son prix. Des victimes réduites à des mots, une femme assassinée pour atteindre un mari, un enfant jamais né, un homme brisé, un autre condamné à continuer avec ce qu'il a vu. Dans ce sens, Tracy reste peut-être le centre secret du film. Elle n'enquête pas, elle ne poursuit personne, elle ne formule pas la grande théorie morale. Pourtant, sa présence donne une mesure humaine à tout le reste. Sans elle, le film pourrait devenir un affrontement d'intelligence masculine autour du mal. Avec elle, il devient une tragédie intime. Elle rappelle que derrière les concepts, il y a des foyers, des peurs, des repas, des appels téléphoniques, des décisions de couple, des vies qui auraient pu grandir autrement. La boîte choque parce qu'elle contient l'horreur. Mais elle dévaste parce qu'elle contient aussi tout ce que Tracy représentait. La possibilité d'un futur, la fragilité d'une confiance, la part du monde que Somerset lui-même voulait peut-être encore protéger. John Doe ne tue pas seulement une personne. Il essaie de tuer une promesse. Et pourtant, la dernière parole de Somerset refuse de laisser cette tentative devenir totale. Il ne dit pas que la promesse survit intacte. Elle ne survit pas intacte. Mais il dit, en creux, que le combat continue. Ce combat n'est pas spectaculaire. Il n'efface pas les pertes. Il n'offre pas à Mills une rédemption immédiate. Il ne transforme pas la ville en endroit lumineux. Il consiste simplement à ne pas céder entièrement le sens du monde à ceux qui le défigurent. C'est une fin dure, mais pas paresseusement désespérée. Le vrai désespoir dirait « rien ne compte ». Ce Setten dit plutôt « tout compte tellement que chaque échec fait mal ».
La vie de Tracy compte. La douleur de Mills compte. La fatigue de Somerset compte. Les victimes de Doe comptent, même quand le tueur essaie de les transformer en symboles. Et si tout cela compte, alors le monde, même abîmé, reste un lieu où la lutte morale a encore une valeur. Voilà pourquoi le film garde une place si forte dans la mémoire du cinéma. Il est sombre, oui, mais sa noirceur n'est pas un décor à la mode. Elle sert une question qui ne vieillit pas. Comment rester humain quand on voit ce que les humains peuvent faire? Somerset n'a pas de réponse complète. Mills n'a pas réussi à tenir. Tracy n'a pas eu le temps d'être sauvé. Mais le film, lui, nous oblige à rester avec la question au lieu de la recouvrir par une victoire facile. Ce 7 se termine donc comme il a commencé, avec un monde qui semble impossible à nettoyer complètement. La pluie du début ne purifiait rien. Le soleil de la fin ne sauve personne. Entre les deux, une enquête a révélé un tueur, puis une ville, puis une faille dans le cœur de la justice elle-même. Et quand Somerset reste dans les parages, cette phrase résonne autrement. Elle ne promet pas que le prochain crime sera empêché. Elle ne promet pas que la prochaine Tracy sera sauvée. Elle ne promet pas que la colère ne gagnera plus jamais. Elle promet seulement une présence. Quelqu'un pour regarder. Quelqu'un pour comprendre. Quelqu'un pour essayer, encore, même sans illusion. C'est peu face à John Doe, face à la ville, face aux 7 péchés transformés en pièges. Mais dans l'univers de ce 7N, ce peu est peut-être la dernière forme de courage. Le film ne nous demande pas de sortir rassurés. Il nous demande de sortir plus attentifs. Aux signes que l'on ignore. Aux douleurs que l'on classe trop vite. Aux discours qui prétendent purifier le monde en détruisant des vies. Aux colères que l'on croit justes, mais qui peuvent être retournées contre ceux que l'on aime. Et c'est là que le cinéma de Fincher frappe le plus fort. Il ne nous laisse pas seulement le souvenir d'un twist. Il nous laisse une vigilance. Une méfiance devant les certitudes absolues. Une compassion plus inquiète pour ceux qui vivent sous la surface. Une conscience que le mal n'a pas toujours besoin de chaos pour avancer. Parfois, il avance avec de l'ordre, des carnets, des mots anciens, une patience froide et l'attente d'un seul geste de colère. Ce 7N reste alors comme une boîte que le spectateur n'a jamais vraiment fini d'ouvrir. On croit connaître son contenu parce que l'histoire nous a donné la réponse. Mais à chaque fois qu'on y revient, autre chose apparaît. La solitude de Tracy, la fatigue de Somerset, la naïveté douloureuse de Mills, la fausse grandeur de Doe, la ville sans nom, la question morale qui refuse de mourir. Le film se referme, oui. Mais ce qu'il a ouvert, lui, continue de se déplier.